Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information du 11 décembre 2025. Au sommaire, la Guinée dispose d'un code électoral. Ce document juridique est parfois méconnu des hommes de médias. En collaboration avec l'OIF, la Direction générale des élections mobilise la presse pour vulgariser le nouveau cadre normatif. Et puis renforcement des capacités opérationnelles, l'administration des douanes vient d'être dotée par le gouvernement. Il s'agit de cartes vedettes au profit des soldats de l'économie, un dispositif précédé de la formation de 12 agents. Enfin, cette fin d'année, coupe de projecteurs sur les moments forts qui ont marqué 2025 au secrétariat général des affaires religieuses et celui du gouvernement. Cette année fut dense à réforme et mobilisation citoyenne. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, le conseil ordinaire la session ordinaire du Conseil des ministres sous la haute autorité du président Mamadi Doumbouya. Plusieurs sujets d'intérêt national ont été débattus par l'ensemble des ministres. Le compte rendu est signé du porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo. Conformément au nouveau code électoral, plusieurs innovations ont été apportées à l'organisation des élections en Guinée. Malheureusement, ces nouvelles exigences sont très peu connues par les médias, au-delà par la population. C'est pour corriger cette situation que la Direction générale des élections, avec l'appui de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, que cette formation sur la vulgarisation du nouveau cadre normatif est lancée à l'intention de ces journalistes. C'est de nouveautés, par exemple, quand on parle de la circulaire de propagande, c'est-à-dire tous les affiches qu'un candidat doit vulgariser, c'est sa photo qui vient sur le bulletin qui doit être vulgarisée. Deuxièmement, les mouvements de soutien sont intégrés dans le code électoral. Ils sont aussi sous la coupe des directoires de campagne de chaque président. La nouveauté aussi, c'est qu'on est sorti des calculs par rapport au budget que l'État alloue à chaque candidat. Avant, il y avait des calculs à faire. Les calculs, c'était vraiment basé sur des critères qui étaient définis. Le nombre de participations, le nombre de députés se retrouve avec 3-4 milliards, d'autres simplement avec 50 ou 100 millions. Donc pour le code, maintenant, c'est une répartition équitable entre les candidats. L'idée est soutenue par l'organe de régulation des médias et contribue selon la haute autorité de la communication HAC au renforcement des capacités des journalistes à participer à la consolidation de la paix. Travailler en toute liberté, en toute neutralité, ne favoriser aucun candidat et ne défavoriser aucun autre. Ils sont en compétition. Vous n'êtes que des observateurs. Au cours de cette journée, les enseignements porteront sur le cadre juridique, notamment le rôle et responsabilité des médias selon le nouveau code électoral, mais également sur l'accréditation et la couverture des opérations électorales par les médias, l'opération électorale et procédure de vote, et enfin sur les droits et devoirs des journalistes en période électorale. Vous l'avez compris, dans l'actualité ce soir, la Guinée dispose désormais d'un nouveau code électoral. Ce document juridique est parfois méconnu des hommes des médias. En collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie, la Direction générale des élections mobilise la presse pour vulgariser le nouveau code normatif. C'est un reportage signé Amadou Touré, Abdourazak Kassouma. La coopération entre la Guinée et le Fonds des Nations Unies pour la population affiche des résultats, notamment dans l'opérationnalisation des services de santé maternelle. Autour du ministre du Plan et de la coopération internationale, plusieurs chefs de département sectoriels étaient réunis pour apprécier le bilan. Mamadou Salouba. Dans la promotion du bien-être de la population guinéenne, cette année, 40 nouvelles unités de santé maternelle ont été mises en service, permettant à plus d'1 million de femmes d'accéder à des services de santé reproductive. Une avancée notable obtenue grâce au partenariat fructueux entre la Guinée et le Fonds des Nations Unies pour la population. Des progrès mis en lumière durant cette rencontre annuelle consacrée au programme Guinée UNFPA. La revue annuelle et la planification sont des mécanismes essentiels de gestion.
car elles permettent d'assurer un suivi régulier, d'évaluer les performances physiques et financières, de capitaliser les leçons apprises et de renforcer la redevabilité mutuelle. Le 9e programme de coopération Guinée-UNFPA, couvrant la période 2024 à 2028, est en parfaite adéquation avec les priorités nationales telles qu'articulées dans le programme Simandou 2040. D'autres résultats notables ont également été obtenus cette année, notamment dans la lutte contre les mutilations génitales féminines et la formation des jeunes aux compétences essentielles de la vie. Pour consolider ces acquis, d'importants projets axés sur le développement humain sont annoncés pour 2026. Je souhaite tout d'abord saluer l'engagement constant, la rigueur technique et la vision humaniste de l'UNFPA. Un partenaire essentiel dont l'action contribue directement à bâtir une Guinée plus juste, plus solidaire et résolument tournée vers l'avenir. Depuis de nombreuses années, l'UNFPA accompagne notre pays dans des domaines qui représentent bien plus que des politiques. Ce sont des enjeux de dignité humaine, de justice sociale et de développement durable. La Guinée et l'UNFPA entendent mieux coordonner leurs actions pour renforcer le capital humain conformément à l'ambitieux programme Simandou 2040. Les agents du ministère de la Santé viennent d'être dotés de véhicules tout-terrain. Parmi ces engins figurent des fourgonnettes pour le transport d'oxygène dans certaines régions du pays. C'est un appui du Fonds mondial qui vise à rapprocher les agents des communautés difficiles d'accès. Tcherno Maroufba, Mohamed Pati Kamara. Pour renforcer la couverture sanitaire, des véhicules tout-terrain sont remis aux agents de santé. Ils seront utilisés pour les bureaux de stratégie, les directions de la santé communautaire, la pharmacie et les programmes de lutte contre le paludisme et le VIH-Sida, afin d'assurer une supervision efficace et d'atteindre rapidement les zones les plus reculées. Comme le rappelle justement un penseur, la santé est la première des libertés. Sans elle, aucune autre n'est possible. Ces véhicules n'incarnent pas seulement un moyen logistique, ils symbolisent notre engagement collectif à atteindre les communautés les plus éloignées, à assurer la continuité des services essentiels et à protéger la santé de chaque citoyen guinéen. En plus de ces véhicules, 3 fourgonnettes de transport de bouteilles d'oxygène complètent cet appui pour les régions de Nzérékoré, Kankan et Labé. Cette action s'inscrit pleinement dans la vision stratégique du programme Simandou 2040 qui fait de la modernisation des infrastructures, du renforcement des ressources humaines et de la gouvernance opérationnelle les piliers d'un système de santé moderne et résilient. À vous, mesdames et messieurs les bénéficiaires, je voudrais vous dire que ces véhicules ne sont pas un privilège, mais un outil de mission. Ils représentent une confiance et une responsabilité. J'en appelle ainsi à un usage exemplaire et exclusivement professionnel. Cet appui du Fonds mondial vient renforcer la stratégie du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui est celle de rapprocher les services des populations et sauver des vies. Comme annoncé dans les titres, renforcement des capacités opérationnelles, l'administration des douanes vient d'être dotée par le gouvernement. Il s'agit de 4 vedettes au profit des soldats de l'économie, un dispositif précédé de la formation de 12 agents. C'est le ministre du Budget qui a procédé à la remise de ces vedettes. Mohamed Chérif Kamara, Mohamed Seyar Souma. C'est un pas de franchi dans la lutte contre la fraude le long des côtes guinéennes. Pour la première fois, les douanes sont équipées de vedettes. Au total 4. Ces matériels remplacent ainsi des embarcations de fortune. Ces vedettes sont dotées des appareils de dernière génération, tels que un système AIS qui permet de donner les informations exactes sur le trafic maritime. À cet effet, nous avons un GPS qui est installé également sur les vedettes. Des radars couleur 10.4 pouces, détecteurs de cibles en petite comme en grande échelle.
Peu avant la mise à disposition des 4 vedettes, un transfert de compétences est assuré par le fournisseur. La cession a profité à 12 soldats de l'économie. Et ces vedettes, avec leur mensuration, peuvent nous permettre d'aller jusque dans la zone exclusive économique. Donc nous pouvons aller au-delà même de nos eaux territoriales pour nous permettre d'aller lutter contre la fraude. Donc l'action de la douane en mer est une réalité aujourd'hui, grâce à vous, monsieur le ministre. Donc je voudrais vous remercier, monsieur le ministre, remercier le Premier ministre Amadou Riba et à travers vous, monsieur le Président de la République, son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour ce geste qui marque l'histoire de l'administration des douanes. À la loi des finances initiale 2026, nous comptons acquérir 2 autres vedettes. 2 vedettes dans la zone de Conakry, 2 autres vedettes seront dans la zone de Boké et 2 autres vedettes dans la zone de Morbaya. Comme ça, nous aurons 6 vedettes. Mais parallèlement, il faut qu'on renforce les capacités. Avec ces vedettes et d'autres en perspective, il est question de renforcer la surveillance dans les eaux guinéennes en contribuant à l'élimination de la contrebande. Déjà, des essais avec les 12 pilotes ont permis de mettre en pratique la formation reçue. Retour à présent sur la session ordinaire du Conseil des ministres présidée sous la haute autorité du président Mamadi Doumbouya. Plusieurs sujets d'intérêt national ont été abordés. Le compte rendu signé du porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo. Compte rendu du Conseil des ministres du jeudi 11 décembre 2025. Message du président de la République. Le président de la République a souhaité la bienvenue à l'ensemble des membres du gouvernement à l'occasion du Conseil des ministres de ce jeudi 11 décembre 2025. Il a débuté sa communication en félicitant une nouvelle fois le gouvernement, les forces de défense et de sécurité, ainsi que l'ensemble de l'administration, tant déconcentrée que décentralisée, pour leur exemplarité. Le chef de l'État a encouragé chacun à poursuivre et à renforcer les efforts engagés, notamment en matière de suivi, de discipline et de rigueur, afin de garantir la livraison des projets dans les délais et d'assurer en toutes circonstances la continuité du service public dans un esprit pleinement républicain. Le président de la République a ensuite invité le gouvernement à continuer d'anticiper les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des lois récemment adoptées dans le cadre de l'application de la Constitution. Il a rappelé que la bonne exécution de ces dispositifs conditionne le fonctionnement régulier de l'État et la bonne organisation des pouvoirs publics. Le chef de l'État a ensuite articulé sa communication au cours de 2 points principaux. La suspension de toutes les surestaries, pénalités au port autonome de Conakry. Le président de la République a instruit le ministre du Budget et des Transports de procéder à la suspension de l'application de toutes les surestaries au port autonome de Conakry pour la période allant du 15 décembre 2025 au 31 janvier 2026, en raison des difficultés de congestion enregistrées ces dernières semaines. Il a également instruit les ministres concernés d'assurer le suivi rigoureux de l'effectivité de cette mesure. Le chef d'État a précisé que cette décision vise à soutenir les importateurs, accélérer la mise en œuvre des actions destinées à fluidifier les opérations portuaires, notamment à travers le déploiement du service 24 heures sur 24 dans l'ensemble des entités du port. Contribuer à l'allègement du panier de la ménagère. Ensuite, le président de la République a instruit la mise en congé exceptionnel dans le secteur de l'éducation, afin d'éviter que les élèves, étudiants, enseignants et encadreurs ne soient affectés par l'engouement citoyen lié aux campagnes électorales dans certaines localités. Le président de la République a instruit les 3 ministres en charge de l'éducation, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Madame la ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, de procéder à la mise en congé exceptionnel de tous les élèves, apprenants et étudiants sur l'ensemble du territoire national pour la période allant du lundi 15 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026 inclus. La reprise des cours est fixée au lundi 5 janvier 2026. Le président de la République a conclu sa communication en remerciant l'ensemble des membres du gouvernement pour leur attention et leur engagement.
Conakry, le 11 décembre 2025, le Conseil des ministres. Dans le reste de l'actualité, une mission du ministère des Affaires étrangères était récemment dans la région de Bokeh, conduite par des cadres de la direction de l'intégration africaine. Elle était venue échanger avec les opérateurs économiques et soldats de l'économie de la région, notamment sur les protocoles, les conventions entre les États membres de la CEDEAO. Younoussa Tawel Kamara, Bintou Touré, Mohamed Mara. Les protocoles et conventions de la CEDEAO ainsi que le tarif extérieur commun restent toujours méconnus par la majeure partie des populations et certains acteurs de la société civile. D'où cette formation organisée ici à Bokeh à l'intention des opérateurs économiques, des cadres de l'administration, les forces de défense et de sécurité, mais aussi les douaniers de la région de Bokeh. C'est pour leur permettre de mieux cerner le contenu des textes communautaires. La formation elle est particulièrement importante parce que le texte et le schéma est utilisé essentiellement par les douaniers et les chambres de commerce, les commerçants en un mot. Et parce qu'ils doivent savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans le cadre de la libre circulation. Au cours de cette rencontre, il était question aussi de connaître les différents types de produits qui font l'objet d'échanges commerciaux dans l'espace CEDEAO et la zone de libre-échange. Il y a 3 catégories de produits. Il y a les produits du cru, dont l'agriculture, l'élevage, la pêche. Il y a aussi les objets artisanaux. Donc voilà les produits qui ne demandent pas le certificat d'origine. Maintenant, quant aux produits industriels, là, obligatoirement, le commerce est obligé de présenter le certificat d'origine. Sinon, le produit ne pourra pas passer à l'aéroport. Nous avons les produits industriels et nous avons les produits de cru. Pour que les produits industriels bénéficient des avantages du schéma de libéralisation, il faudra d'abord que l'industrie soit agréée. L'agrément ne suffit pas. Il y a un autre élément qu'on appelle la décision. C'est la décision qui agrée le produit au schéma de libéralisation. Depuis sa création en 1975, plusieurs protocoles et conventions ont été signés et ratifiés par les États membres de cette organisation sous-régionale. À Conakry, la FAO et certains acteurs majeurs du secteur halieutique se penchent sur le renforcement des capacités du ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Une réunion de mobilisation des fonds a réuni autour de la table partenaires techniques et financiers ainsi que le personnel du département. Fatoumata Batouli Diallo. Pour faire de la Guinée un modèle halieutique en Afrique de l'Ouest, la FAO renforce son accompagnement au secteur de la pêche. Les partenaires techniques, financiers et les autorités nationales examinent ici l'état d'avancement du plan stratégique halieutique 2023-2027, un document central pour réorganiser le secteur. Parmi les actions structurantes soutenues dans le cadre de ce projet, nous citerons entre autres l'élaboration de projets bancables prioritaires dans le domaine halieutique, le renforcement des capacités des cadres du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, l'appui à la mobilisation effective de ressources pour la mise en œuvre de ce plan stratégique et la production d'outils opérationnels de gouvernance. La FAO, désormais acteur majeur dans la sécurité alimentaire du pays, annonce que 44% des financements prévus sont déjà mobilisés, dont 128 millions de dollars pour le projet Cookie. Un appui significatif, même si l'organisation souligne que le défi reste nombreux pour moderniser durablement la filière. Les attentes sont élevées et nombreuses, et les défis immenses, compte tenu des enjeux majeurs liés à la pression sur les ressources, les effets du changement climatique, les insuffisances des infrastructures auxquelles s'ajoute la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Vos soutiens sont indispensables pour combler ces déficits de financement et permettre au plan stratégique de produire pleinement ses effets. Élaboré avec l'appui de la Banque mondiale à travers le fonds ProBlue et validé par les autorités, le plan halieutique s'impose comme la feuille de route pour moderniser la pêche guinéenne. Il vise à renforcer la gouvernance du secteur, accroître son impact économique et social et contribuer durablement à la sécurité alimentaire des populations.
En déplacement, le ministre de la Pêche en tournée dans le littoral nord, notamment Koba, Bofa Koukoudé, Kamsar et Dubreka, une visite dans les débarcadères pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable du secteur, le renforcement de la gouvernance locale et la gestion responsable des ressources halieutiques ont été également abordés. Al-Gassimouba. Sur chaque site, le ministre est allé à la rencontre des pêcheurs artisans. Objectif, prendre le pouls des réalités du terrain, écouter les préoccupations ou encore engager un dialogue direct sur la gestion des ressources halieutiques. La démarche se veut participative. Elle vise à clarifier les enjeux liés à la préservation des ressources et à améliorer la collaboration entre les communautés et l'administration. La capacité de production de nos débarcadères est assez importante en poissons de qualité, mais aussi de quantité. Et les pertes que nous enregistrons sont également considérables par manque de moyens de conservation. Par conséquent, nous sollicitons humblement, Monsieur le ministre, la prise en compte de ces difficultés pour nous permettre d'accroître notre productivité et rendement. Dans ces zones dépendantes de la pêche artisanale, les attentes sont fortes. Les communautés ont salué cette initiative d'échange, estimant qu'elle pourrait contribuer à une meilleure organisation de la filière. Nous sommes en train aussi de faire le design d'un grand projet structurant sur l'économie bleue qui va s'accentuer sur la construction de beaucoup d'infrastructures. Donc il faut aller sur le terrain, connaître les préoccupations des communautés de pêcheurs afin d'intégrer dans le projet pour qu'on puisse obtenir une co-gestion intégrée, inclusive et durable. Votre présence parmi nous aujourd'hui traduit de façon concrète la volonté ferme du gouvernement à se rapprocher à la population, d'écoute et préoccupation et bâtir avec les solutions durables pour le développement du secteur halieutique maritime. À travers cet appui en intrants de pêche, le gouvernement entend renforcer la gouvernance locale et promouvoir une gestion responsable des ressources halieutiques. Au cœur de la modernisation de l'administration publique, une institution s'impose désormais comme un acteur clé. Le patrimoine bâti public, depuis bientôt 6 mois, la structure mène une réforme discrète mais déterminante entre assainissement et digitalisation et suivi rigoureux des infrastructures de l'État. Yéné Yansane, pour en savoir. 6 mois après sa transformation, le patrimoine bâti public dresse un premier bilan qui marque un tournant dans la gestion de l'immobilier public. Objectif, disposer pour la première fois d'une vision complète et fiable du patrimoine de l'État, longtemps affecté par l'absence de données, de titres ou la gestion informelle de certains biens. Dès les premières semaines, une réforme institutionnelle profonde est lancée. Nouvelles procédures, contrôle interne renforcé, outils de gestion modernisés, le PBP-SAU pose ainsi les bases d'une gouvernance plus rigoureuse. Avec l'appui des autorités, des ministères, des collectivités et des partenaires, le PBP-SAU poursuit une feuille de route ambitieuse. Bâtir un patrimoine public transparent, valorisé et véritable moteur de développement national. À présent, cette série de décrets qui vient juste de nous parvenir. Décret de 2025-0245 PRG SGG portant autorisation de l'État à détenir le capital social de la société Areba Guinée SA.
Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Le présent décret autorise l'État, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à détenir le capital social de la société Areba Guinée SA à la suite de l'acquisition des actions détenues par le groupe MTN. Article 2. Cette acquisition confère à l'État 100% du capital social et des droits de vote de la société Areba Guinée SA, lui permettant d'exercer le contrôle et d'avoir un statut d'organisme public. Article 3. Le ministre chargé de l'économie et des finances et la ministre chargée des postes des télécommunications et de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre des dispositions nécessaires à l'application du présent décret. Article 4. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 11 décembre 2025, président Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0246, PRG SGG portant statut de la société Areba Guinée SA. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Le présent décret fixe les statuts de la société Areba Guinée SA conformément aux dispositions de la loi L 2017-056 AN du 8 décembre 2017 modifiant certaines dispositions de la loi L 2016-075 AN du 30 décembre 2016 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics et de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique de l'OADA. Article 2. La société Areba Guinée SA est une société anonyme publique avec conseil d'administration doté de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de gestion. Elle est placée sous la tutelle technique du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique et sous la tutelle financière du ministère de l'économie et des finances. Article 3. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 11 décembre 2025, président Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0247 PRG CNRD SGG portant nomination des officiers à des postes de commandement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les officiers dont les prénoms et noms suivent sont nommés au poste ci-après. 1. Lieutenant-colonel Moussa Sidibé, matricule 246-25 G, en service au groupement des forces d'intervention rapide et nommé commandant du dit groupement. 2. Le capitaine Foromou Haba, matricule 265-53G, en service au groupement des forces d'intervention rapide et nommé commandant adjoint du dit groupement. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 11 décembre 2025, président Mamadi Doumbouya. En cette fin d'année, coup de projecteur sur les moments forts qui ont marqué 2025 au secrétariat général des affaires religieuses et celui du gouvernement. Cette année fut dense à réforme et mobilisation citoyenne. Elle est marquée à la fois par des initiatives sociales, réformes structurelles et dialogue renforcé avec les citoyens. Commentaire, Abakar Diaby, Marwan Kamara. « 2025, une année marquée par un engagement renforcé par le CNRD à travers le secrétariat général des affaires religieuses pour un service public plus proche des fidèles et surtout dans l'organisation des grands pèlerinages. Premier temps fort de cette année, l'organisation du pèlerinage annuel musulman, une opération nationale d'envergure menée à bien grâce à une coordination rigoureuse entre les équipes du secrétariat général des affaires religieuses, les agences agréées et les autorités locales. Du recensement des candidats au suivi médical en passant par les formations pré-âge intensifiées, sessions d'information sur les rites, tout a été mis en place pour offrir aux pèlerins un encadrement optimal.
Sur les lieux saints, le secrétariat général des affaires religieuses a mobilisé des équipes expérimentées pour assurer un accompagnement continu, orientation, santé, hébergement de proximité et de restauration de qualité. Une assistance renforcée, soutenue par une cellule de veille active 24 heures sur 24 pour anticiper toute difficulté et garantir la sécurité des fidèles musulmans en Arabie Saoudite. Autre fait marquant de l'année, le préfinancement intégral du Hajj 2025 exigé par les autorités saoudiennes pour garantir la participation des 10 000 pèlerins guinéens au Hajj. Ce préfinancement assuré par le chef de l'État Mamadi Doumbouya avait permis à la Guinée d'obtenir le prix d'excellence de communication en Arabie Saoudite. Les 1000 candidats recalés au Hajj sont aussi pris en charge gratuitement par le président de la République pour l'année 2026. Du côté des chrétiens, 2025 a permis aux fidèles d'effectuer des déplacements sur les terres saintes d'Israël, de la Palestine et de la Jordanie. Ces voyages spirituels ont permis aux pèlerins chrétiens d'approfondir les racines de leur foi et de découvrir les lieux saints où Jésus-Christ est né, a grandi et a accompli sa mission évangélique. À l'aller comme au retour, le secrétariat général des affaires religieuses a tenu à être présent aux côtés des pèlerins pour partager ce moment de joie unique dans la pérennisation de leur foi. Au-delà des pèlerinages, le secrétariat général des affaires religieuses a poursuivi son travail quotidien au service de la communauté. Partout dans le pays, des vendredis de la paix et dimanches de réconciliation ont été organisés, réunissant fidèles et responsables communautaires pour multiplier les prêches axés sur la tolérance, la non-violence et la prévention de l'extrémisme. Des séances de formation ont été également initiées en faveur des acteurs religieux, imams, chroniqueurs pour lutter contre les discours haineux. 2025 s'achève donc sur une année riche en initiatives, marquée par la responsabilité, la vigilance et la coopération des autorités religieuses en faveur de la paix et de la cohésion nationale. Une année d'engagement, d'organisation et de proximité où chaque action aura contribué à rapprocher les fidèles de leurs aspirations spirituelles. Au secrétariat général du gouvernement, cette année 2025 a été marquée par les profondes réformes administratives pour répondre aux exigences internationales dans le domaine de la bonne gouvernance. Les travaux du tout premier forum international des secrétaires généraux du gouvernement s'inscrivent dans cet ordre d'idées. Cet ambitieux programme est soutenu par les institutions internationales comme l'Union européenne. Dans la même dynamique, le secrétariat général du gouvernement est certifié ISO 9001 à Conakry par les auditeurs et experts du programme LIDQ venus à travers le monde. Ce résultat positif est un acquis majeur dans la modernisation de l'administration publique guinéenne. Plusieurs réformes sont engagées dans la qualification de l'administration publique. Le secrétariat général du gouvernement est dans la dynamique de modernisation du journal officiel de la République. Par la mise en place de cette plateforme, les lois, les décrets ainsi que d'autres annonces légales ne seront plus publiés sur papier. Déjà, plus de 1000 journaux officiels sont disponibles sur cette plateforme numérique. Elle prend également en compte plus de 6000 textes officiels et propose 30 000 textes législatifs et réglementaires. Toujours dans l'actualité sociale, la Guinée lance l'étude nationale de la représentativité des femmes au poste de prise de décision dans l'administration publique et privée. L'étude vise à garantir la parité entre hommes et femmes dans le travail, un engagement qui assure la promotion du genre dans le pays. Mohamed De Camara. La question de la représentativité des femmes au poste de décision, tant dans l'administration publique que dans le secteur privé, ne connaît pas encore la parité souhaitée. Pour connaître la situation administrative de la gente féminine guinéenne, une étude nationale sur le phénomène est lancée à Conakry. Une étape importante vers la promotion de l'inclusion des femmes au poste de management. Nous allons le dérouler en 3 étapes. La première étape, nous avons élaboré les outils. Après, nous allons aller sur le terrain pour faire l'étude proprement dite. Et nous allons élaborer les rapports. Et les résultats que nous aurons nous serviront d'outils de plaidoyer. Les dernières données disponibles dans ce domaine remontent à 2019. Elle rappelle l'ampleur des défis à relever par le gouvernement et son partenaire PNUD. L'égalité entre les femmes et les hommes demeure une préoccupation majeure sur notre continent.
et plus particulièrement en Guinée. Ces initiatives témoignent d'une volonté politique forte et d'un engagement en faveur de l'égalité des chances. Cette étude que nous initions au compte des actions stratégiques portées par le ministère n'est pas une action isolée. C'est un point de repère structuré et quantifié qui va façonner le positionnement et la mise en œuvre stratégique des initiatives relatives à l'implémentation des programmes d'autonomisation et de promotion des femmes. La meilleure connaissance de la représentativité des femmes au poste de décision reste assujettie à cette étude qui va léguer à la Guinée un instrument technique fiable en faveur de la jeune féminine. À l'occasion des 16 jours d'activisme contre les VBG et le mariage précoce, l'inspection générale de la promotion féminine et de l'enfance a organisé récemment au KF de Cameroun un atelier de formation destiné aux religieux. Objectif, les outils et les impliquer davantage dans cette croisade. Pascaline Youmalo, Sonasagno. Ils sont plus de 40 guides religieux réunis ce mercredi à Conakry. Objectif, comprendre sans détour l'urgence de la lutte contre les mutilations génitales féminines et les mariages précoces. L'inspection régionale de la promotion féminine et de l'enfance veut faire d'eux des relais puissants au sein des communautés. Par nos objectifs, on espère que ça peut accélérer le changement à travers nos différentes cibles, mais des cibles qui ont des décisions qui peuvent vraiment aider la communauté à comprendre, à être sensibilisée, à être éduquée. Pendant cette session, les participants sont confrontés à la réalité de ces pratiques, leurs conséquences, leur impact sur la santé, mais aussi les mythes qui les entretiennent. Encore une mise à niveau nécessaire pour briser le silence et mieux orienter les familles. C'est notre devoir. Quand on est devant les communautés, il faut qu'on les explique et que la population guinéenne soit édifiée. Parce qu'on sait que cette communauté est très religieuse. Chacun doit donner sa part de contribution à l'édification de cette nation guinéenne. Je rends grâce à Dieu pour ce jour. L'enseignement que nous avons encore reçu aujourd'hui, il n'est pas nouveau. Il s'agit vraiment d'entretenir ou de s'occuper de la femme. Et ce que j'ai compris, et je suis mieux placé pour bien expliquer ça à mes fidèles. À la sortie, l'engagement est clair. Porter ce message dans les mosquées, les églises et partout où leurs paroles comptent. Pour les initiateurs, l'implication active des leaders religieux pourrait bien devenir l'un des leviers les plus décisifs pour faire reculer ces pratiques dans le pays. La lutte contre les violences faites aux femmes reste toujours un enjeu majeur alors que des millions de victimes continuent de souffrir. À l'occasion des 16 jours d'activisme, les femmes diplomates des affaires étrangères se mobilisent et organisent une journée d'échange pour sensibiliser, libérer la parole et mieux protéger les droits des femmes. Makeme Donzo. Le combat continue tant que les réalités ne changent pas. La violence faite aux femmes demeure un phénomène préoccupant, aussi bien dans les ménages que dans les milieux professionnels et même sur les réseaux sociaux. Un phénomène qui brise des carrières, détruit des talents féminins et fragilise toute la société. À travers le monde, cette réalité est au centre d'une campagne internationale. Les 16 jours d'activisme est célébré chaque année pour sensibiliser, prévenir et dénoncer les violences basées sur le genre. Les violences faites aux femmes ne se limitent plus aux espaces physiques. Elles envahissent désormais le cyberespace à travers le harcèlement en ligne, l'intimidation, la diffusion non consentie du contenu, les menaces ou la manipulation numérique. Les femmes diplomates, à travers le service Genre et Équité du ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, ont organisé une journée d'échange et de sensibilisation. Objectif, renforcer la confiance des femmes, libérer la parole et proposer des mécanismes concrets. Les normes sociales restent un facteur déterminant pour prévenir ou reproduire la violence. Et la réponse à ces défis ne peut être efficace que si elle est institutionnelle, collective et portée par des alliances solides. La nature transfrontalière des violences numériques exige une coopération internationale
renforcée et une coordination efficace des mécanismes de prévention, de signalement et de répression. Selon les organisateurs, cette journée permet aux femmes de s'exprimer librement, de partager leurs expériences et de mieux connaître leurs droits. Plusieurs représentations diplomatiques ont pris part à cette rencontre. Pour elles, le respect des droits des femmes n'est pas seulement une question de justice sociale, mais un véritable enjeu humain, un défi collectif. Le Fonds de développement social et de l'indigence poursuit la remise des titres de prise en charge sanitaire aux malades indigents à l'intérieur du pays. À Mamou, les patients viennent de recevoir leurs documents afin de bénéficier des soins de santé appropriés. Moussa Kouyaté. C'est ici au siège de la commune urbaine de Mamou que les 37 patients bénéficiaires en compagnie des parents ont reçu leur titre de prise en charge sanitaire des mains des autorités du Fonds de développement social et de l'indigence en présence des cadres locaux. Le président de la République, Mamadi Doumbouya, a personnellement ordonné la prise en charge sanitaire gratuite et intégrale de 100 malades. Un souffle de dignité et un acte de justice sociale. Ce n'est pas un hasard, c'est la preuve que Mamou est dans le cœur. Ce programme est plus qu'un dispositif, c'est une main tendue du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. En recevant ces documents précieux pour leur prise en charge, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l'endroit du chef suprême des armées. Je remercie le président de la République, le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, de nous avoir donné cette opportunité pour la prise en charge sanitaire. Ça me rend fier aujourd'hui, je suis très fier aujourd'hui. Je suis très content de recevoir cette donation. Ça me permettra de me soigner et d'étudier. Je fais la 9e. J'ai la difficulté de voir. Je remercie le président Mamadi Doumbouya et toute la communauté. Pour le gouverneur de la région administrative de Mamou, l'accès aux soins de santé adéquats est une priorité pour l'État à travers ses services concernés. En mettant cette prise en charge à la disposition de nos frères et sœurs malades indigents, nous réaffirmons que chaque citoyen, quelle que soit sa condition ou son origine, mérite l'accès à des soins de qualité. Un geste de reconnaissance, une main tendue de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. D'autres régions seront touchées dans les prochains jours par les cadres du Fonds de développement social et de l'indigence pour la même cause. Dialogue et cohésion sociale, la Guinée traverse actuellement une étape cruciale de son évolution sociopolitique. Pour accompagner ce processus, un cadre de dialogue de 2 jours mobilise les acteurs sociaux. La concertation et la prévention des conflits sont au cœur des débats. Nabila Moussa Kamara, Mouraï Souma. En cette période de campagne électorale, des initiatives sur le renforcement de paix et du vivre ensemble ne cessent de multiplier. À Conakry, ce cadre de dialogue de 2 jours implique tous les acteurs sociopolitiques du pays. Il vise à capitaliser les stratégies à travers cette concertation afin de réussir à prévenir les conflits et renforcer la gouvernance démocratique. L'Union européenne a bien répondu à présent pour financer ce projet avec le WANEP Guinée et qui a vraiment su mettre en place la crème des forces vives de la nation pour pouvoir vraiment réfléchir et afin de faciliter la création d'un environnement pacifique dans notre pays, favorable à une élection équitable, inclusive et apaisée. Ce cadre de dialogue permettra de canaliser les propositions citoyennes, de structurer les recommandations pertinentes et de maintenir un climat de concertation entre les différents acteurs. Il contribuera à la formulation de pistes de solutions et de sortie de crise. Nous, les acteurs politiques, sociaux de la société civile, je lance un message à ce que vraiment nous fassions une sensibilisation et que nous fassions vraiment, nous appelons tout le monde à la paix, à la quiétude.
parce que ça ne sert à rien qu'à la fin donc, de l'élection qu'on se sépare à queue de poisson. Il ne faut pas attendre que les problèmes viennent pour les résoudre. Donc c'est le but de cet atelier qui va sortir avec des résolutions, des conseils, des décisions et des propositions surtout pour accompagner les élections présidentielles pour que ça se déroule dans la paix et dans la cohésion sociale. Cette rencontre devrait aussi permettre de créer et de consolider des passerelles de collaboration entre les institutions étatiques, les partis politiques, les leaders religieux, les communautés, les organisations de la société civile et les médias. C'est une première en Guinée. Le Fonds national pour l'insertion des jeunes, FONIJ, organise son grand prix et rendez-vous pour promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat et valoriser le talent et l'innovation de la jeunesse guinéenne. Diarra Diallo, Aminata Kourouma, Maïmouna Bella Diallo. Pour cette première édition du Grand Prix FONIJ, les organisateurs célèbrent la jeunesse guinéenne. Sous le slogan « Une jeunesse épanouie, un avenir radieux », des jeunes venus de Conakry et de plusieurs régions du pays répondent présents. Autour du ministre de la Jeunesse et de divers invités, les messages convergent. Se former, entreprendre et travailler pour mieux préparer l'avenir. Il n'existe pas de rêve possible sans accompagnement initié. Je ne suis pas surpris parce que je sais que vous vous êtes battu pour une cause. Je sais que vous vous êtes engagé pour une cause. Et parmi les ingrédients de cette cause, il y avait bien les jeunes de Guinée dans votre engagement. Le développement ne se conçoit plus sur la base des avantages comparatifs que sont l'or, le diamant, le nickel, la bauxite, mais le développement se conçoit désormais sur la base des avantages concurrentiels avec le capital humain au centre, comme centre d'intérêt. Plus de 150 projets sont soumis. Après présélection, 20 finalistes défendent leurs initiatives devant un jury. 3 lauréats repartent chacun avec 50 millions de francs guinéens et le grand gagnant du Grand Prix FONIJ reçoit 200 millions de francs guinéens. Mon projet est Clemspads qui vise à fabriquer des serviettes hygiéniques à partir de la fibre de bananier. Je suis vraiment honorée, je suis très contente. Je remercie les membres du jury, je remercie les organisateurs, le ministère de la Jeunesse et surtout le président de la République qui fait que ces initiatives marchent. 4 catégories sont en compétition. L'agriculture durable, l'éducation entrepreneuriale, l'esprit d'entreprise et la transition numérique. La cérémonie est marquée par des prestations artistiques. À travers ce grand prix, le FONIJ veut encourager l'initiative et renforcer la participation des jeunes au développement du pays. Un ordinateur, une boîte de connexion, un chèque de 15 millions de francs guinéens pour les lauréats admis au programme Tutorat Bac 2025 de l'ONG Entreprendre Ensemble, initiative majeure destinée à promouvoir l'excellence dans les disciplines scientifiques. L'événement est présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur, Alpha Bakar Bari. Plus de détails avec Saint-Martin Fancinadounou. Dans sa vision de promouvoir les filières scientifiques, l'ONG Entreprendre Ensemble récompense les lauréats 2025 de son programme Tutorat Bac. Pour la fondatrice Maïmouna Diagabi, ce programme s'impose désormais comme un modèle réussi de soutien pédagogique, d'inclusion sociale et de promotion des sciences au bénéfice du développement national. Ça fait déjà 3 ans que nous menons le projet Tutorat Bac et Tutorat Fac. Une fois qu'ils obtiennent leur baccalauréat, grâce à notre programme, on leur offre à travers le programme Tutorat Fac, donc une bourse d'excellence. Avec cela comprend un ordinateur pour chaque lauréat, également un boîtier Internet, la connexion Internet, des cours de révision à l'université et nous les accompagnons au niveau de l'orientation pour nous rassurer qu'ils restent dans les filières STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ici, les lauréats reçoivent chacun une bourse couvrant les fournitures scientifiques et un appui financier pour soulager les charges familiales. Avant l'arrivée de ce programme dans ma vie, j'étais en pleine difficulté scolaire. Le programme Tutorat Bac est arrivé. Plus qu'un simple soutien, mais c'était pour moi un véritable fil conducteur. Une lumière dans un moment où je me sentais perdue. Grâce au programme, aux encadreurs et aux explications répétées, j'ai retrouvé confiance et j'ai commencé à progresser, à apprendre,
à comprendre. Célébrer l'excellence, le reconnaître l'excellence, c'est la meilleure façon d'encourager les jeunes à aller plus loin, surtout dans le domaine des sciences, la technique des sciences de l'ingénieur et des mathématiques. Face à la baisse d'intérêt pour les sciences fondamentales, la fondatrice Maïmouna Diagabi, à travers son programme Tutorat Bac, vient rehausser le niveau dans les matières les plus déterminantes, notamment les mathématiques, la physique, la chimie et la biologie. Enfin, dans quelques mois, une nouvelle mosquée va sortir de terre à Kouromania. C'est l'érudit de Kindia qui la réalise pour les fidèles de Molota, préfecture de Kindia. La pose de la première pierre de cette maison de Dieu a connu une forte mobilisation de l'Aouma islamique. Nabi Kamara. Dans sa mission de paix, de cohésion sociale et de solidarité nationale, El Hadj Abdul Wakil Alamali Keïta était récemment à Kouromania. Dans ce district de Molota, l'érudit de Kindia a mobilisé les populations pour les sensibiliser aux bonnes pratiques, à l'amour pour le prochain et le vivre ensemble. Une mission sacerdotale qu'il s'est confiée pour une Guinée où la paix est un concept cher aux filles et fils. Pour marquer son passage ici à Kouromania, El Hadj Abdul Wakil Alamali Keïta a décidé de construire une mosquée pour les fidèles musulmans et leur a offert un forage. Toute chose qui renforce l'unité et la foi religieuse dans cette localité. Nous sommes très contents de notre érudit. Depuis qu'il nous a promis une mosquée dans notre village, tout le monde est content et prie pour lui en vue de la réussite de ce projet. Dieu merci, c'est chose faite. La joie est immense ici à Kouromaya. Le geste de l'âge Abdul Wakili Al-Mahdi Keïta reconforte tout le monde et chacun de nous prie pour lui. Sachez que nous y veillerons jalousement. Le porte-parole de l'érudit de Kindia a félicité les populations de Kouromania pour l'hospitalité dont la mission a été l'objet. Je voudrais vous rassurer que l'érudit reste à votre disposition et celle de tous les Guinéens pour la construction de notre cher pays. Ce qu'il fait pour vous, c'est sa part de contribution au rayonnement de l'islam. La fin des travaux de construction de cette mosquée, dont la pose de la première pierre a eu lieu en présence de nombreux invités, est estimée dans 6 mois. Et c'est ainsi que se termine ce journal. A grand été le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À demain pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.